tout d'abord pour Marie-Antoine. Donc, dans le chat, j'ai observé une première réaction qui interrogeait finalement une double réalité. Donc, on mentionne que le télétravail a eu comme impact d'augmenter la productivité, mais qu'à côté de ça, on observe aussi une dégradation de la qualité des échanges entre collègues. Et donc, une première réflexion, c'était est-ce que du coup, il n'y a pas un effet de court terme et qu'à plus long terme, à moyen ou à long terme, est-ce qu'il pourrait y avoir un impact sur la productivité? Deuxième réflexion, c'était par rapport aux résultats finalement. Est-ce qu'il existe des données qui permettraient de ventiler les différents résultats que vous avez mentionnés, notamment par rapport au genre? Donc, on sait qu'en tout cas dans le secteur à profit social, il y a énormément de femmes. Est-ce qu'il y a aussi des données par rapport à la commune de résidence, par exemple? Donc, on a vu des données sur les habitants de la région bruxelloise qui étaient parfois moins favorables, mais est-ce qu'au sein de cette région, est-ce qu'on peut observer des différences significatives? Est-ce qu'on a également le profil socio-économique des personnes qui ont répondu, donc notamment par rapport au niveau d'études, niveau de rémunération ou niveau de responsabilité dans leur métier? Et est-ce que, du coup, il y a des conclusions à tirer par rapport à des résultats qui seraient différenciés? Il a été également question notamment que 11% des répondants ont signalé une diminution de leur productivité en télétravail. Est-ce qu'on pourrait analyser pourquoi ces personnes ont mentionné une diminution de leur productivité? Alors une question directement plutôt pour Bruxeo, je reviendrai sur l'importance ou l'opportunité de former les managers. Voilà, je répondrai peut-être en conclusion. Et donc, toujours pour Marie-Antoine, une dernière réflexion là, qui, est plus, qui vient de ma part, c'est par rapport aux résultats que vous avez obtenus, donc notamment sur l'impact de la qualité des échanges entre collègues, mais aussi avec les partenaires. Est-ce que vous avez aussi pu observer des choses par rapport aux clients, on va dire aux usagers de ces services publics? Est-ce qu'on a pu aussi interroger les usagers de ces services-là par rapport à la qualité des échanges qu'ils avaient avec les administrations? Ça, c'était pour Marie-Antoine. Et par rapport à Laura Faure, j'ai observé, donc j'ai lu en tout cas une réflexion qui était liée notamment au fait que la numérisation entraîne une délégation de la charge de travail, donc notamment sur les citoyens, et donc de la responsabilité aussi des usagers. Voilà, on pourrait faire le parallélisme un peu avec ce qu'on a vécu depuis quelques années dans le milieu bancaire, hein, où une grande part de la charge de travail, finalement, maintenant, c'est le client qui la réalise. Et donc, quelqu'un soulignait le fait que ce report de charge, peut-être qu'il ne se fait pas uniquement vers les usagers, mais aussi vers des services sociaux associatifs qui, eux, sont restés ouverts et finalement qui, eux, observent une forte augmentation des demandes, justement, des citoyens pour essayer d'obtenir des informations supplémentaires. Voilà, c'était les remarques que j'ai pu observer dans le chat. J'invite peut-être Marie-Antoine à reprendre la parole pour répondre déjà à ces premières remarques-là. Évidemment, dans un deuxième temps, on donnera la parole directement aux participants. Oui, merci. Concernant la question de la productivité et de la qualité des échanges, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on sait que dans la littérature scientifique, on avait déjà noté qu'il y avait une augmentation du temps de travail et de la productivité horaire liée à la pratique du télétravail. Ça a été étudié, il y a eu des méta-analyses, donc des études qui regroupent des résultats collectés lors d'autres études qui ont été menées depuis plusieurs années et qui l'ont montré, ce qui s'explique par le fait qu'en général, les personnes, le temps qui est gagné sur le transport, par exemple, bénéficient directement au travail plutôt qu'à la vie privée. Et c'est un choix des travailleurs en général qui vont commencer leur journée plus tôt et la finir plus tard. Après, ici, on est dans un contexte inédit sur lequel il n'y a pas de littérature scientifique qui a été vraiment qui a produit des résultats et on ne peut pas vraiment comparer le contexte actuel à un contexte classique. Et donc, on ne sait pas vraiment dire dans du long terme, si on était sur un télétravail permanent, est-ce qu'il y aurait une diminution ou non de la productivité? C'est possible qu'il y aurait en tout cas un effet de plateau, mais ça, c'est très. On ne sait pas vraiment dire si c'est. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette augmentation de la productivité, c'est pas juste un effet court terme.
parce que ça a été prouvé scientifiquement par le passé, aussi parce qu'on a collecté ces données en octobre, c'est-à-dire pas forcément dans les tout premiers mois de la pandémie. Alors bon, on n'est pas non plus sur un long terme, mais ça faisait déjà quand même 6 mois qu'on était dans le phénomène, donc il y a quand même un effet d'habituation qui était là. Donc je crois pas que ça tient juste à un effet court terme. Par contre, est-ce que à force de ne pas avoir d'échanges, il finirait par y avoir une mauvaise qualité de la circulation d'informations, une forme, et c'est peut-être en lien aussi avec la présentation de Laura Faure, un forme de frein technologique à la fluidité des échanges, etc. Peut-être, mais ça, on ne peut pas vraiment l'affirmer. Deuxième chose, par rapport au croisement avec d'autres éléments, d'autres critères sociodémographiques, etc. Par rapport à la question du genre directement, donc on a étudié vraiment au niveau homme-femme. On a fait un croisement sur énormément de questions où ça semblait pertinent d'essayer de voir s'il y avait un effet genre, et en tout cas, on n'en a pas observé. Donc, on n'a vu aucune différence significative sur aucun résultat lié à l'effet de genre. Ça ne veut pas dire que les résultats mentionnés par d'autres études sont faux, bien certainement pas. C'est juste que dans notre contexte, dans notre étude, ça ne s'est pas montré. Mais donc, on l'a quand même regardé. Par rapport à la question du diplôme, c'est quand même important de noter que cette étude, on l'a envoyée aux 11 000 personnes de l'administration, mais que toutefois, et que tout le monde pouvait y répondre, mais que celles et ceux dont la fonction n'était pas du tout télétravaillable, par exemple les agents de Bruxelles Propreté, qui font la collecte de déchets, j'entends, et ben, ont peut-être moins répondu à cette enquête et ont clôturé très vite l'enquête parce qu'ils n'avaient pas les questions n'étaient pas pertinentes pour eux. Et au niveau de nos répondants, je vois dans le rapport qu'on a 75% des personnes qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur ou universitaire. C'est important de le noter. On n'a pas, c'est pas un public qui correspond au public, enfin aux citoyens lambda ou le plus représenté forcément en région ou en Belgique. C'est quand même un public relativement éduqué. Et qui est habitué au travail sur ordinateur, etc. Par rapport à... mais du coup, par rapport directement en lien avec ça aussi, est-ce qu'il y a eu un effet par rapport aux usagers, aux clients, etc. Est-ce qu'on a questionné ce groupe-là? Ça ne faisait pas partie du groupe qu'on a étudié, donc on s'est vraiment intéressé à l'expérience des travailleurs sans regarder qui étaient les interlocuteurs, donc ça, je n'ai pas d'informations. Et par rapport, il y a une question par rapport aux 11% de diminution de la production horaire, si je ne me trompe pas, ou de la productivité. Et ici, je retourne dans mes résultats. Hein, donc, c'est important de noter que je vous vois dans notre rapport, page 26, la diminution de la productivité. Est-ce qu'on sait l'expliquer? Non, pas forcément. Par contre, ce qu'on sait, c'est que là où on note une augmentation de la productivité, elle est significativement différente. Donc, c'est une différence significative pour les personnes entre 40 et 49 ans, les personnes qui sont en couple avec enfants et les responsables d'équipe tout particulièrement. Là où elle est moindre, cette diminution où on note moins cette augmentation, ça ne veut pas dire qu'il y a une diminution, mais où on note moins cette augmentation, c'est chez les personnes de moins de 39 ans, ayant un niveau de qualification dit inférieur, donc on est sur du secondaire inférieur, et les personnes isolées sans enfants, et les personnes qui ne sont pas responsables d'équipe. Mais ce ne sont pas les personnes qui ont une diminution de leur productivité. Les personnes qui ont une diminution de leur productivité ne répondent pas forcément à des critères sociodémographiques particuliers, donc on ne sait pas dire si c'est lié à la fonction, lié à l'âge, lié au sexe, lié au degré de diplomation. Et donc on peut simplement considérer que c'est un effet de masse qui fait que dans les 2500 personnes qui ont répondu, il y a 10% qui notent une diminution de une légère diminution de leur productivité. Et au niveau des facteurs explicatifs, ça peut être la pratique du télétravail, parce que même s'il y a 80% ou 85% de personnes qui sont satisfaites, il y en a quand même 20 qui ne le sont pas, 25% qui se sentent isolés, 25% qui sentent qu'il y a une diminution de la cohésion d'équipe.
tous des éléments qui sont des déterminants de la motivation au travail, enfin, qui participent à la motivation au travail, pas tous, mais une partie. Et donc, c'est pas juste un effet de personnes qui sont moins productives parce que naturellement elles le sont moins. C'est peut-être des personnes qui se trouvent dans des conditions qui ne favorisent pas leur productivité parce que relations managériales difficiles, parce que besoin d'un entourage, parce que conditions de travail. On a des gens qui témoignent clairement en verbatim qu'elles travaillent dans un studio de 25 mètres carrés sur une table de cuisine. On peut supposer que la productivité est moindre dans ce type d'espace par rapport à quelqu'un qui aurait un bureau dédié à son activité. Donc ça peut être énormément de choses qui expliquent ça. Certainement des éléments sur lesquels il y a moyen d'avoir un levier, comme investir dans l'espace de travail, la formation, l'accompagnement. Et puis des éléments sur lesquels il y a peut-être pas de levier à activer, parce que c'est peut-être des personnes qui sont peut-être plus qui ont peut-être un rapport au travail qui est plus désinvolte en télétravail. C'est possible aussi pour une partie des personnes qui télétravaillent, même si c'est important de rappeler que c'est vraiment une minorité et que ça a été aussi montré académiquement. En général, c'est rare d'observer cette diminution et le mythe de l'oisiveté en télétravail est vraiment un mythe, quoi. Je pense que j'ai répondu aux questions. Est-ce que Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Madame Antoine. Je propose alors à Laura Faure de peut-être réagir donc sur la réflexion par rapport au report de charges sur les services sociaux associatifs. Donc, il y en a qui parlaient de routes de secours, d'autres qui mentionnaient qu'il y avait déjà une surcharge de travail de ces secteurs-là. Je vous laisse la parole. Oui, tout à fait. Mais oui, c'est sûr que voilà, dans la présentation, je parlais de délégation de charge de travail sur l'individu, mais en fait, et c'est ça un peu toute cette face cachée, enfin cachée, dont on voit surtout depuis le début de la crise, de plus en plus la forme de la numérisation, où il y a un report de plus en plus important sur les services sociaux, sur les services associatifs. Et ça tient notamment au fait qu'on a du mal, quand on parle de l'usager, on pense toujours à l'usager final. C'est toujours mis comme ça, et c'est vrai que nous, dans les entreprises aussi qu'on a pu rencontrer, elles pensent vraiment l'usager comme étant la personne en fait qui va utiliser. On a encore beaucoup de mal à se rendre compte qu'il y a énormément de personnes qui sont assistées, alors que ce soit par des professionnels, mais même chacun peut penser dans sa vie personnelle à l'aide qu'il va fournir à un grand-parent ou à un parent qui ne s'en sort pas et auquel ça crée en fait des limites, des franchissements de limites assez flous. Nous, dans les discussions, en fait, dans la conception du guide, on a aussi rencontré une fédération de services sociaux notamment. Donc, avec l'écho justement d'assistants sociaux qui disaient que ça amène vraiment à des situations très problématiques parce que il n'y a pas de cadre en fait qui est donné à ça. Donc, ils vont se retrouver en fait à avoir un document Excel avec les mots de passe et les adresses mail de plusieurs bénéficiaires parce qu'ils doivent gérer leur démarche et que au niveau de l'administration ou des services en question, ils ne vont, il faut que ce soit la personne bénéficiaire finale qui soit notée comme adresse. Et c'est vrai que dans les réflexions intéressantes qu'on avait eues à ce moment-là, il y avait deux choses. La première, c'est ce que j'ai mis un peu dans la présentation, l'idée de pouvoir vraiment mener une réflexion sur une entrée aidant ou en tout cas un moyen de faire en sorte que des aidants reconnus et professionnels puissent se connecter, car même si la question de la charge de travail, elle demeure, ça donne au moins un cadre clair pour agir et ça ne dépasse pas certaines limites qui sont celles de la vie privée où ils ont accès en fait à des données personnelles et que ça crée en fait des situations très tendues. Et une deuxième réaction qu'on avait eue quand on avait discuté avec ces personnes, ces accompagnants sociaux, ils disaient en fait maintenant il se passe aussi quelque chose où l'adresse mail, ça fait foi d'adresse officielle. Or, il n'y a rien en fait qui dit qu'une adresse Gmail, par exemple, doit être utilisée comme une adresse officielle. Donc, avant, en fait, on avait le courrier, on avait ça, et donc si la personne, comment dire, si la personne recevait un courrier, n'y répondait pas, ben, on estimait que c'était une adresse légale, et donc à partir de là, il y avait aussi en termes de sanctions de suivi, il y avait en tout cas moyen de réagir. Au niveau d'une adresse email, en fait, ça reste très flou.
qu'est-ce qu'on peut faire enfin, comment est-ce qu'on prend le fait de ne pas recevoir un email et qu'une personne qui n'a pas accès à sa boîte mail ne va pas recevoir cette information? Dans quelle mesure elle devrait ou pas justement être sanctionnée? C'est pour ça que c'est là-dessus qu'ils étaient assez aussi opposés forcément. Mais de se dire que voilà, comment est-ce qu'on gère le fait qu'une personne n'a pas accès à ça et de pouvoir garantir justement que par rapport au numérique, dans ce cadre en fait qui est extrêmement flou, en tout cas aussi que les bénéficiaires ne se retrouvent pas pénalisés par cette situation. Et donc voilà, et au niveau du report vraiment de la charge de travail sur les services associatifs, c'est sûr que c'est un mouvement qu'on voit et qu'on a encore plus vu ici ces dernières années, mais qu'il y a aussi un travail à faire en fait pour au moins donner un cadre qui permette à ces personnes de travailler et d'être au clair sur ce qu'elles font en fait quand elles accèdent aux données ou à une adresse mail qui n'est pas la leur. Merci beaucoup. Je propose à présent aux participants de prendre la parole s'ils le souhaitent, et pour ce faire, je leur demande de lever la petite main qui se trouve en haut de votre écran. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole? Alors, je vois Monsieur de Roubaix. Oui, peut-être une question à Madame Faure. Donc, au niveau de l'inclusion numérique, comment vous jugez justement, par exemple ici avec le Covid-19 et tout ce qui est mécanisme de vaccination, quel est votre point de vue? Parce que c'est vrai que tout se passe par mail ou par contact électronique en priorité. Est-ce que ce n'est pas justement un mauvais exemple d'inclusion numérique? Oui, alors, mon micro est toujours allumé. Merci, hein. Oui, c'est vrai que c'est une question qui s'est posée en fait tout le long depuis le début de cette crise, hein, à chaque fois, même quand il était question notamment de la mise en place même de l'application Corona Alert, et maintenant avec l'application pour prendre rendez-vous pour la vaccination. Donc, ça reste compliqué. Je crois que voilà, on en revient toujours à cette idée que c'est bien, ok, d'accord, de nouveau, ça rend en fait les choses plus efficaces, mais ça ne répond pas aux besoins de tout le monde. Et donc, du coup, on peut voir qu'il y a énormément de travail qui est fait notamment par des médecins ou par les familles ou tout ça, qui prennent en charge le fait d'appeler en disant, moi, une personne n'a pas reçu sa convocation, comment faire? Et donc, tout ça, en fait, se met aussi de nouveau un peu en place au cas par cas. Mais là-dedans, ce qui est, je pense, important aussi à retenir, c'est que l'utilisation des technologies, et notamment voilà, pour cette plateforme de vaccination, c'est vraiment cette idée que, au final, ça va rendre la vie plus facile de personnes pour qui, en fait, c'est déjà facile. Et que pour les personnes qui n'ont pas facile, par exemple, à accéder au numérique, eh bien, du coup, en fait, ça se transpose à une difficulté à accéder à la réservation de la vaccination. Donc, je crois que c'est hyper compliqué. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu un peu une prise de conscience de ce problème-là qui a été un petit peu... où on a très vite dit, mais attendez, on ne peut pas faire quelque chose 100% en ligne. Alors, du coup, excusez-moi, je confonds peut-être entre la Wallonie et Bruxelles, parce que c'est aussi une des grandes joies de notre pays, c'est qu'on a des plateformes différentes pour ce genre de choses, mais où, oui, voilà, où par exemple, c'est des hôpitaux au final qui ont quand même fini par prendre en charge le fait d'appeler un par un les personnes. Donc, d'un certain point de vue, on va nous dire que oui, voilà, ça prend plus de temps, etc. Mais de l'autre, sinon, ce sont des personnes qu'on ne touche pas. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas pour l'instant d'autres mains qui se lèvent. Donc, s'il y en a qui souhaitent réagir. Oui, Kelly. Oui, c'était plus un commentaire ou une réflexion. Enfin, en tout cas, quand on avait fait un petit peu la recherche pour organiser ce webinaire, on a été en contact avec pas mal de personnes du terrain. Et là, effectivement, ce qu'on entendait, c'était qu'il y avait en effet une charge sur la première ligne, comme on a déjà discuté ici dans la discussion.
mais que voilà, il y a petit à petit quand même des groupes de travail, des réflexions qui sont mis en place, des partenariats privilégiés, par exemple, entre les premières lignes, enfin les associations et les CPS ou les bureaux d'allocation, etc., etc. Et donc voilà, je me posais aussi la question, mais à voir si on a encore un peu le moment, mais je me posais la question si dans les personnes ici autour de la table ou de la plateforme, s'il y avait déjà des associations qui avaient réfléchi ou qui sont en train de réfléchir à comment adapter leurs services pour mieux répondre ici au sujet de la digitalisation ou au sujet des équipes en télétravail. Merci Kelly. Et en tout cas, peut-être donc faire le lien en mentionnant que Bruxeo, évidemment, est toujours disponible par rapport aux différents services pour partager les réactions par rapport à ça. Madame Faure, vous souhaitiez compléter? Bah écoutez, moi par rapport à ce que vient donc du coup de dire Kelly, c'est vrai qu'il y a par contre une question, et là-dessus, c'est vrai que pour moi ça reste ouvert aussi, c'est que ce qui se passe ici ces derniers mois, c'est aussi voilà, c'est un grand moment de remise en question par rapport à notre travail, où on voit quand même les limites du tout numérique dans les services. Donc c'est vrai que je suis aussi intéressée en fait à pouvoir entendre s'il y a des initiatives qui se mettent en place parce qu'on se rend bien compte, nous en travaillant dessus, que c'est extrêmement compliqué, que c'est extrêmement nouveau en fait ce passage un peu de force du tout numérique. Donc voilà, je soutiens la question en tout cas. Merci beaucoup. Voilà, c'est encore une dernière question. C'est le Oui, moment. mais je ne trouve... Oui, Dominique. Vas-y, Dominique. Ça va. Je pense qu'il faut aussi faire attention au fait que dans le monde associatif et dans une partie des ASBL, il y a une partie des gens qui peuvent travailler en télétravail et toute une partie qui ne peut pas. Je pense à des éducateurs, des aides familiales, etc., des aides-soignants, etc. Mais ça a un impact. Le fait que le secrétariat, la comptabilité, toute une série de choses, ou leurs chefs, etc., sont eux en télétravail, ça a un impact sur eux, quoi. Alors que eux, ils ne le sont pas. Et il y a aussi des choses, j'ai eu l'occasion avec la CNE d'interroger plusieurs aides-soignantes ou éducateurs, etc. Et il y a aussi, par exemple, le travail syndical, les informations de l'employeur, etc., sont beaucoup plus données par les délégués syndicaux ou qui sont présents dans les équipes, parce que parce qu'ils sont plus au courant, par exemple, par les syndicats, etc. Donc, il y a ce travail-là qui a augmenté aussi. Il y a aussi le fait, pour le moment d'ailleurs, dans certains types de services, il y a quand même des recherches ou en tout cas des témoignages sur l'impact de la crise et notamment du télétravail dans le travail associatif, quoi. Merci beaucoup, Dominique, pour ce retour. Et en effet, c'est tout à fait vrai. Donc, une grande partie des fonctions et des métiers du secteur non marchand, du secteur à profit social, ne sont pas propices au télétravail, parce que ce sont évidemment des métiers directement en lien avec la population, avec l'humain. Mais il n'empêche que même dans ces cadres-là, parfois ce n'est pas du télétravail, mais on observe des phénomènes de digitalisation, notamment de l'offre de services. Notamment, on a pu observer des consultations en ligne, par exemple, dans le secteur sanitaire. Et donc, ça questionne aussi les pratiques dans le secteur. Voilà, donc le temps avance. Donc, je vais faire peut-être un petit mot de conclusion. Ce que j'ai observé notamment, c'est que finalement, ces questions de numérisation, digitalisation et de relation avec la gestion des ressources humaines, ça questionnait trois acteurs principaux de nos métiers, qui sont bien entendu les travailleurs et les employeurs, je vais les mettre ensemble, les usagers et aussi nos partenaires, notamment les administrations. Donc, il a notamment été questionné de former les travailleurs et les employeurs, donc notamment par rapport aux fonctions de management. Ce que nous, on a déjà observé,
en préparant ce webinaire, c'est qu'il existe depuis peu certaines formations qui sont organisées notamment à l'ULB et à l'UCL. Voilà, il y a une formation à l'ULB, par exemple, qui s'intitule « Former vos managers à la gestion du travail à distance et d'équipe mixte ». Donc, ça correspond assez bien à ce qui a été mentionné ici dans le cadre du webinaire. On a déjà pu prendre des contacts avec eux et, par exemple, dans leur chef, ce serait imaginable d'organiser des modules de formation en lien, par exemple, avec Bruxeo, pour essayer de mutualiser finalement et de créer un module dans son entièreté. Donc, on rediscutera de ça en interne à Bruxeo. Donc, on a bien entendu aussi qu'il y avait, qu'il y avait une demande de formation ou d'information par rapport à la gestion à distance, mais aussi par rapport à des éléments de communication et parfois aussi tout simplement à des éléments de droit par rapport à ce qu'on peut faire, notamment en termes d'indemnité, par rapport au télétravail. À côté de ça, on a entendu beaucoup de choses par rapport aussi aux relations entre les services d'intérêt général et les usagers. Un impact sur la qualité aussi des échanges, potentiellement du coup avec les usagers, qui pourraient se dégrader. On a parlé évidemment du report de charges sur les services sociaux associatifs. On sera particulièrement attentif à ça, sur la surcharge que ça peut amener et la forme de saturation qu'il peut y avoir aussi par rapport à ces services-là. Et donc, il nous semble essentiel que les services puissent être soutenus dans cette démarche-là. Donc, s'il y a une charge supplémentaire par rapport à eux, il faut non seulement être soutenu par rapport à la disponibilité, donc au temps de travail, ça veut dire au volume des équipes, mais aussi sur l'outillage numérique que ça peut nécessiter. Le lien aussi qu'on peut faire, c'est justement, je vous parlais en introduction de l'étude que l'UNIPSO a dont l'UNIPSO était partenaire en Wallonie par rapport à l'analyse des impacts de la digitalisation des services aux usagers. Ça nous semble également important qu'on puisse travailler cette question à Bruxelles. Et enfin, un dernier élément, c'est évidemment toutes les relations entre les ASBL et les administrations. On a eu moins le temps vraiment de se pencher sur ce côté-ci, mais bien entendu, comme dans les autres relations qui ont été mentionnées, on entend parler, nous aussi, de formes de déshumanisation parfois, que les frontlines peuvent amener dans les contacts que les ASBL ont parfois avec les administrations. Donc parfois, dans certains dossiers, il n'y a plus de gestionnaire de dossier identifié comme tel au sein des administrations, mais il y a une frontline qui apparaît, donc parfois ça amène une forme de segmentation aussi des réponses, où les gens n'ont plus spécialement une vue globale de la réalité des ASBL. Et il en va de même quand il s'agit d'usagers directement, où les gens se contentent de répondre à un besoin très spécifique sans avoir une vue globale. Alors, ça nous semble aussi important par rapport au plan que le gouvernement met actuellement en place, comme le plan EasyWay, de réfléchir comment est-ce qu'on peut construire efficacement la numérisation de certaines relations entre les ASBL et les pouvoirs publics. On sera attentif à discuter en interne à Bruxelles pour essayer d'identifier ce qu'il faudrait numériser de manière prioritaire ou digitaliser de manière prioritaire, donc notamment dans les différents dispositifs qui servent soit à financer, soit à réguler le secteur à profit social, mais également d'identifier les services qu'il faut absolument maintenir en présentiel et évidemment questionner ou réfléchir sur les limitations à apporter au passage au tout numérique. Donc voilà, ce seront quelques éléments de travail sur lesquels on se penchera à l'avenir. Alors, suite à ce premier webinaire, il y a une note de Bruxeo qui vous sera envoyée, qui reprendra aussi en annexe les présentations que vous avez pu observer ici, mais qui soulignera aussi quelques éléments de contexte et de conclusion que j'ai pu mentionner, ainsi que quelques recherches que Kelly a déjà pu mener, notamment sur les offres de formation ou d'accompagnement qu'il existe déjà à destination notamment des employeurs et des travailleurs du secteur à profit social bruxellois. Voilà ce que je voulais vous mentionner. Kelly, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, non, c'était très complet. Merci Bruno. Parfait. Eh bien, alors, je vous remercie toutes et tous pour votre présence à ce premier webinaire. Il est fort probable qu'on en organise d'autres parce que dans la construction de ce webinaire, on a observé qu'il y avait plusieurs personnes qui développaient à l'heure actuelle des expertises ou qui réalisaient des études sur ce sujet. Et donc, on organisera peut-être une suite prochainement. Je vous souhaite une excellente après-midi et à bientôt. N'hésitez pas à revenir vers Bruxeo si vous avez d'autres questions ou d'autres réflexions dans ce domaine. Et encore merci à Laura et Marie. Merci à vous. Merci. Bonne journée. Merci à vous.
Merci, au revoir. Au revoir.